Alors, la frange, c'est bon. Ah, on a tous les deux. En plus, je suis super bien coiffé. Je le garde pas loin parce que avec moi. Faut dire, il y a 6 lignes décrites hein, sur son cahier. C'est pas non plus un plan de ouf. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon guerrier pacifique s'appelle Sou. Il est professeur de bachata, mais bien plus que ça. Il est aussi coach, conférencier et surtout passeur d'espoir. Et j'avais envie donc d'interviewer Sou parce qu'il a un parcours de vie assez atypique et exceptionnel et pour moi inspirant. Et on s'est rencontrés. On s'est pas rencontrés. On s'est pas rencontrés. En fait, j'ai l'impression de l'avoir rencontré parce qu'on a quand même pas mal échangé, mais on s'est rencontrés virtuellement grâce à la journée de l'audace du mois de juin. Si vous avez suivi mes dernières aventures. Et j'ai beaucoup aimé en fait la sensibilité de Sou. Et c'est ce qui m'a touchée chez lui et c'est ce qui m'a poussé à lui proposer donc de l'interviewer pour qu'il vous transmette un petit peu de sa sagesse. Ouais. Voilà, donc Sou, toi, moi je t'ai un peu présenté, mais toi, comment tu te définirais, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu de qui tu es? Je suis Sou, comme tu as dit, je suis danseur, coach conférencier et comme tu as dit par rapport au passeur d'espoir, je suis quelqu'un qui essaye de montrer l'exemple. Alors souvent les gens peuvent trouver ça ambitieux, mais j'essaye d'inspirer et changer le monde par mes propres actes. C'est-à-dire je n'essaye pas de dire aux gens ce qu'il faut faire, je fais ce que moi je pense qu'il faut faire et par mes actions, j'essaye d'inspirer ou d'aider les gens dans leur chemin de vie à se dire que tout est possible et qu'on peut changer le monde par des petits actes. Voilà, moi c'est vraiment, que ce soit à travers la danse, quand j'enseigne le respect de l'autre ou sa propre créativité, la confiance en soi, ou évidemment dans les coachings ou dans les conférences, j'essaye toujours d'enseigner que tout est possible et que ça passe par soi, par l'action que nous on agit dans le monde plutôt que d'essayer d'interagir avec les autres gens. Voilà. Ce que je te disais tout à l'heure avant de lancer la caméra, c'est que ce que j'ai perçu chez toi en fait et ce qui m'avait touché en fait quand j'avais vu tes vidéos, c'est que ce que j'ai senti, c'était une certaine profondeur que tu avais, une certaine sagesse, une certaine aussi humilité que pour moi seuls les gens qui ont souffert ont. Enfin, c'est mon expérience et c'est ce que je peux observer. Et tu avais fait un post dernièrement où tu parlais du fait que tu avais été adoptée. Et donc je me suis dit, ah, c'est ça que j'avais senti. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. En fait, j'imagine que ça a influencé un peu toute ta vie, et notamment, j'imagine, une certaine quête d'identité. Et est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu de ton enfance, de comment tu as vécu l'adoption et... Alors donc moi je suis né en Thaïlande, je suis né à Bangkok et en fait j'étais abandonné dès la naissance. Donc on ne sait pas trop à l'hôpital ou voilà, mais en gros dès que je suis né, j'ai grandi donc dans un orphelinat durant 3 ans et après j'ai été adopté par une famille française à l'âge de 3 ans et du coup j'ai passé toute mon enfance en France, à part les 3 ans d'orphelinat où j'ai quasiment pas de souvenirs de ces 3 ans d'orphelinat. Évidemment du coup j'ai fait plusieurs voyages en Thaïlande pour essayer de retrouver mes parents. Donc j'ai essayé de retrouver mes parents. Alors c'était un peu compliqué parce que ma mère apparemment est morte. Alors c'est très compliqué les papiers en Thaïlande parce que c'est un peu, c'est pas aussi carré qu'en France, donc retrouver des papiers, des identités, c'est pas facile. Donc apparemment ma mère biologique est morte et mon père lui est inconnu des services d'administration, donc c'est plutôt mauvais signe, ça veut dire qu'il s'est fait disparaître des services administratifs. Donc voilà, donc à partir de là j'ai arrêté.
de Là, chercher. tu avais quel âge quand tu les as cherchés? De 16, 10, je sais plus. À l'adolescence? Ouais, 18, 18 ans, 20 ans, ouais. Et du coup, après, j'ai grandi en France dans une famille française où j'étais très très bien accueilli, et je le dis souvent dans mes posts, je ne sais pas quelle aurait été ma vie si j'avais pas été adopté, et je pars du sens que c'est pas important. Ce que je sais, c'est que la vie que j'ai maintenant et que j'ai eue et que je vais avoir est excellente et richissime, et j'ai eu et j'ai des parents exceptionnels qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Ça, par contre, évidemment, par rapport à ta question sur la crise d'identité, il y a eu pas mal de problèmes à l'adolescence, parce qu'il y a la crise d'adolescence plus la crise d'identité en étant adopté, et du coup, ça n'a pas été facile, je pense, pour mes parents. Ça n'a pas été facile pour moi. Et je pense que ça n'a pas été facile pour mes parents, parce que du coup, j'étais en combat continu envers moi-même sur ma crise d'identité, parce que la fameuse phrase « t'es pas mon père, t'es pas ma mère ». Voilà, donc ça, c'était un peu cette crise d'identité. Et du coup, comment ça a un peu influencé dans ma vie, c'est que je crée l'identité justement dans l'action. En fait, parce que souvent, je dis des trucs tout bêtes, c'est t'as les yeux de ta mère, t'as le caractère de ton père, t'as machin ou de ta grand-mère. Moi, j'ai pas. Et du coup, tu le sais pas plutôt. Oui, pardon, oui, tout à fait, oui, je sais pas. Mais du coup, c'est ce que j'appelle l'identité passive. C'est que les gens ont une identité passive. Et moi, je sais pas, comme tu dis. Donc du coup, je crée une identité active. Tout ce que je fais, c'est mon identité. Du coup, je peux pas, dans mon point de vue évidemment, me permettre d'être dans l'inaction. Parce que être dans l'inaction, c'est de ne pas avoir d'identité. Puisque je sais pas ce que c'est cette identité. Donc toi, en fait, aujourd'hui, qui tu es, tu l'as vraiment construit. Exactement. De manière consciente. Exactement. Tu t'es créé une identité pour avoir cette sensation d'exister. Exactement. Et du coup, comment t'es venue cette envie de créer cette identité-là, ce que tu disais de manière active et pas passive? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre, quelque chose qui t'a donné l'envie et l'élan d'être en paix finalement avec toi-même? Déjà, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Et c'est encore quelque chose qui se construit, même aujourd'hui, et qui continuera d'évoluer, parce que justement ce problème d'identité, ce problème identitaire, il me pousse à constamment essayer de redéfinir ce que je suis. Et du coup, c'est beaucoup les rencontres qui me modèlent en fait. Souvent, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les gens qu'on rencontre, qui restent ou qui ne restent pas dans votre vie, vous font savoir ce que vous voulez être et ce que vous ne voulez pas être. Parce que souvent, les gens vous font sentir quelque chose, ressentir quelque chose, et selon, on va dire, une personne négative ou pas, elle vous fait ressentir quelque chose que vous ne voulez pas être, et vous dites maintenant, je vais filtrer ce type de rencontre et je vais être une autre personne pour rencontrer un autre type de personnes. Et donc, il n'y a pas vraiment de moment déclencheur, c'est parce que mon identité, elle évolue vraiment constamment, j'ai l'impression. Faut le voir aussi avec mes métiers. Je suis passé par plusieurs métiers, je suis passé par plusieurs sports. C'est une sorte de peau de serpent. Je mue à chaque fois pour créer une nouvelle identité un peu. Ok. Et du coup, un de tes métiers, parce que je disais en introduction, c'est professeur de bachata. Tout à fait. Et donc bien plus que ça, puisque Sou est titré à de nombreuses reprises, donc champion de France, champion d'Allemagne. Ouais. Ça dépend des catégories. En fait. C'est pour ça que je suis champion de France en improvisation, champion d'Allemagne en improvisation, je suis 3e de France en show et 5e mondial en show fusion pour être exact. D'accord, ok. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre avec la bachata qu'est-ce que ça t'a... Même moi je sais pas, même mes parents ne savent pas, parce que du coup ce sont des parents français, j'ai envie de dire, ils sont blancs, ils sont pas du tout dans la culture de la danse latine, ils sont plutôt dans l'opéra, musique classique. J'ai commencé avec le hip-hop, avec ma période rebelle, rap, hip-hop, j'écoute encore beaucoup de rap, et j'ai commencé par le breakdance, j'ai fait du debout, et puis ça vient juste de sortir maintenant dans ma tête, je viens de me rendre compte sur mon parcours de vie. En fait, c'est la rencontre de l'autre de la fille du coup
de la femme qui m'a fait aller vers les danses de couple en fait. C'est-à-dire que je viens de m'apercevoir là juste maintenant que j'ai fait beaucoup de danses mais c'est une danse solo, le hip-hop. Et qu'en fait, rencontrer des gens en soirée, et notamment le sexe féminin, les femmes, c'était à travers les danses de couple. Et du coup, j'ai commencé avec la salsa et le rock, qui étaient des cours à l'université parce que j'avais du mal avec la jante féminine, à communiquer avec la jante féminine. Et du coup, je me suis mis un peu aux danses de couple comme ça. Et j'aimais déjà danser, etc. Et puis après, la bachata, elle était présente dans les soirées salsa à l'époque de manière assez ponctuelle. Et j'aimais pas cette danse. Et souvent, je dis ça dans mon parcours, j'aimais pas la bachata quand j'ai vu. Ah d'accord, donc c'était pas un coup de cœur en fait. Non, pas du tout. Okay. C'est devenu un coup de cœur parce qu'en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est quoi cette danse? Ils font des allers-retours à gauche, à droite. Ça a l'air terriblement ennuyeux, on dirait des essuie-glaces. Et en fait, j'ai vu un autre couple danser la bachata en cercle. De manière plus circulaire. Je me dis mais c'est ça que je veux danser. Et on me dit c'est de la bachata et du coup je me suis aperçu qu'en fait en général les débutants dansent comme ça mais au final on peut et c'est comme ça en fait que quand j'ai vu ce couple, je m'en souviendrai, c'était à Toulouse dans un bar au Barrio Latino, ceux qui connaissent à Toulouse. Qui n'existe pas. Ah non, parce qu'il y a le Barrio Latino à Paris aussi. À Paris aussi, qui n'existe plus d'ailleurs je crois. Et voilà, c'est ce couple là je vois encore leur visage, comment ils dansent, etc. et qui m'ont donné envie. Et à partir de là, je me suis mis à danser la bachata. D'accord. Voilà. Alors, j'ai envie de préciser quand même un petit détail, qui est que, pareil, je l'ai découvert en te suivant un petit peu, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour un champion, eh bien, tu n'avais pas forcément de prédisposition naturelle, tu n'étais pas forcément très doué. Non, pas du tout. J'étais pas du tout. Et donc, comment tu expliques le fait enfin, entre guillemets, si j'exagère un peu, de danser comme un pied à champion 5e, à la place au 5e rang au niveau mondial? Alors en fait, c'est tout simple et je pense que tu le vois aussi en coaching, c'est le fait d'accepter tout simplement qu'on danse mal. D'accord. Et ne pas s'en contenter. Vraiment, c'est ce que je dis. La première étape, c'est d'accepter qu'on danse mal et ne pas s'en contenter. Parce qu'après, on peut très bien, ce que je dis, danser, tout le monde danse. Danser bien, enfin selon des critères évidemment, c'est autre chose, mais danser, tout le monde peut. Mais après, si on se dit je veux bien danser, il faut déjà accepter qu'on danse pas bien. Et du coup, moi, j'ai vu dès le début que je dansais pas très bien et du coup j'ai pris des cours, énormément de cours. J'ai pris des cours, donc j'ai une... Et est-ce que dès le début tu as envie de faire de la compétition? Parce que bon, tu vois, t'arrives, tu fais tes premiers cours, tu vois que t'es pas hyper doué, donc tu pourrais dire, je le fais en loisir ou juste pour aller draguer, hein, parce que c'était un peu ça la motivation de départ avec les danses. C'était pas vraiment draguer, c'était rencontrer. Ouais, c'était parce que ça serait long à expliquer, mais j'ai eu beaucoup de conflits avec la jante féminine, on se comprenait pas, je comprenais pas en fait au collège, au lycée, j'avais une incompréhension totale. Je comprends. En fait, pour moi, je dis, c'est quoi ce type de personnes, donc les femmes? C'est quoi ces extraterrestres? Oui, pourquoi elles m'aiment pas et pourquoi je leur rends bien, je ne comprenais pas. Et j'ai compris plus tard que c'était des manières de communiquer qui étaient, comme je suis un peu direct, et qu'il fallait être plus subtil dans la communication. Mais voilà, du coup, je ne comprenais pas et j'avais compris que la danse était un moyen de communiquer. Et en dansant, un peu, mais vraiment très mal, je m'apercevais que j'étais moins dans le conflit en dansant avec les filles. Et du coup, c'était pas vraiment de la drague, c'était plus vraiment essayer de... Un moyen de communiquer en fait. Exactement. Puisque, moi, pour avoir juste les bases, pour petite anecdote personnelle, moi quand j'ai commencé la salsa, souvent mes partenaires me disaient « mais tu sais que c'est pas à toi de guider ». Donc, erreur number one de toutes les femmes qui veulent prendre le contrôle sur le lead. Voilà. Ou prendre le contrôle ou ne savent pas le laisser. Oui, c'est un peu le... Ça. Donc finalement en fait à la façon de danser, en fait ça révèle vachement aussi les personnalités. Oh oui. Et j'ai vu que j'avais un peu du mal à me laisser faire, d'une manière générale, pas que les hommes, c'est en général, laisser un peu l'autre diriger. Déléguer et diriger. Voilà, j'ai un petit peu du mal. Et du coup moi j'ai vachement aussi appris sur moi avec la danse et j'ai vu qu'en fait c'était vraiment une façon d'être en harmonie avec l'autre. Exactement, en communication, c'est exactement ce que tu dis. En plus, voilà, c'est vraiment, je le vois à tous mes cours, ça, une des erreurs principales qui revient au premier cours, la fille qui ne veut pas se laisser guider ou qui, à l'opposé, veut guider.
Et on a très peu vraiment au premier cours de filles qui sont complètement dans le… Puis c'est un abandon. Ouais. Un abandon, c'est très dur, c'est s'ouvrir, ouais. c'est montrer de la vulnérabilité, c'est pas facile, oui, puis surtout des inconnus. Voilà, et puis il y a quand même un contact, surtout avec la bachata, le contact du corps à corps est quand même plus présent que la salsa. Tout à fait. Et du coup, c'est pas forcément évident et ça demande une certaine confiance et un certain lâcher prise. Dans les deux, en soi et en l'autre. Donc pour toi, la motivation de départ, c'était une façon d'entrer en contact avec la gente féminine, d'avoir une certaine communication avec elle. Et donc… je crois qu'on n'a pas du tout répondu à la question initiale. La question initiale, je sais même plus. Oui, c'était comment t'es passé de tu danses comme un pied à vouloir faire de la compétition. Ah oui, à vouloir faire de la compétition. Pourquoi tu as eu cette idée-là alors que, en gros, on aurait pu te dire laisse tomber, t'es pas fait pour quoi. Bon, déjà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. On m'a dit laisse tomber, t'es pas fait pour. Je t'enlève, t'as une feuille. Voilà. On m'a dit ouais, laisse tomber, t'es pas fait pour. Et ce qui était vrai dans le sens que j'étais pas bon pour faire la compétition. Mais après, ça c'est ma vision, nul n'est fait pour quelque chose. On n'est pas fait pour quelque chose. On a des prédispositions. Alors c'est ce que je dis, il y a une différence par exemple, avoir des prédispositions. Je prends souvent l'exemple du mathématicien. On sait qu'il y a différents cerveaux et différentes manières de réfléchir. Et on sait qu'il y a des cerveaux qui vont avoir des facilités à calculer, faire le calcul mental. Je prends un exemple grossier évidemment, mais est-ce que ça veut dire que tu es fait pour être mathématicien si tu as ce cerveau? Non, ça veut dire que si tu choisis la voie mathématique, tu auras des facilités. Mais en aucun cas, ça veut dire que tu es fait pour être mathématicien. Et du coup, pour moi, vraiment, quand les gens me demandent, on n'est pas fait pour quelque chose. Notre corps et notre cerveau a des prédispositions à faire des compétences, mais pas une activité. On n'est jamais fait pour une activité. Et donc moi j'avais pas ces prédispositions, notamment au niveau de l'écoute, de l'équilibre, des appuis, de l'autre, j'avais pas du tout. Donc tu n'avais vraiment aucune facilité quoi. Non. Par contre, pour la compétition, pour répondre à la question, c'est que la compétition a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé faire de la compétition. J'étais en prépa où c'est de la compétition. J'ai fait 12 ans de judo, je suis monté pour les sélections nationales, donc c'était de la compétition. Et encore une fois, la compétition, c'est un moyen d'exister. Parce que si tu es premier, tu es en fait, tout simplement. Pas vu, mais tu es. Tu es quoi? Tu es premier. Même si personne ne le voit, sur ton CV par exemple, tu peux mettre tu es premier. Donc c'est une définition de ce que tu es. Et ça fait partie de ce que je disais dans l'action. Faire de la compétition, pas par rapport aux autres, mais ça te permet de te définir toi. D'accord, donc toi c'était vraiment pour toi parce que moi ce que j'observe aussi c'est que souvent quand on a envie d'être premier, c'est par besoin de reconnaissance, on a besoin d'être le premier pour être vu. Parce que si on est premier, forcément on est vu, on est reconnu. Donc toi c'était pas un besoin de reconnaissance, mais un besoin d'exister. Exactement. Exactement. Après, je ne jette pas aux orties la reconnaissance que je peux avoir évidemment, mais sans m'étaler dessus, je prends des décisions quand je fais des compétitions qui ne me mettent pas forcément premier. Notamment dans des shows, je prends des décisions, des lignes dans mes shows que je crée qui ne vont pas m'aider à gagner des points, mais qui vont me faire exister sur scène pour moi. D'accord. Donc c'est une petite subtilité. Je ne fais pas tout pour être premier en fait. D'accord. Donc toi, c'est pas ton objectif, être le premier en fait? Je dirais pas ça, mais j'ai des objectifs qui peuvent passer devant être premier. Voilà. Mais je dirais jamais que je veux pas être premier, je veux être premier. Oui, sinon tu n'aimerais pas la compétition, tu ferais pas de compétition. Voilà. Exactement. Et alors du coup, comment tu expliques, encore une fois, que tu es devenu champion finalement donc en n'ayant quasiment pas de facilité au début, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'accrocher et de persévérer dans cette voie, alors que peut-être que tu étais plus doué dans le judo? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la bachata et, quel état d'esprit pour toi tu as mis en place, ou quel était ton mindset finalement qui t'a permis d'accéder Alors, déjà, il faut distinguer la compétition du social. Donc déjà, j'aimais bien le social. Je n'avais pas de facilité à très bien danser en social, mais par contre, je prenais beaucoup de plaisir. Je prenais beaucoup de plaisir à danser la bachata. Donc déjà, ça, c'est un terreau favorable pour devenir très bon dans un domaine, on le dit. Si tu aimes le domaine dans lequel tu veux exceller,
avoir un mauvais point de départ, c'est pas grave, mais aimer ce domaine-là, c'est vraiment un terreau et qu'on conseille. C'est la base, quoi. Voilà, c'est la base. Et du coup, voilà, ma base, c'est que j'adorais ça. Et mon côté compétiteur m'a fait vouloir faire de la compétition. Après, le fait que je veuille persévérer, ben, c'est tout simplement que je me suis fixé l'objectif. D'accord. Je me suis dit, je vais être champion. Et j'ai mis en place tout ce que j'avais en ma possession pour devenir champion, c'est-à-dire du temps, de l'énergie, temps, énergie et argent. Donc j'ai investi de l'argent, énormément d'argent, de temps et d'énergie pour devenir champion. Voilà. Okay. C'est de l'investissement et un contrat avec moi-même au final. D'accord, donc tu disais du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est les trois de toute façon qui reviennent tout le temps. Donc ça serait un petit peu les trois clés finalement pour les personnes qui ont envie d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Ça serait d'investir à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie et finalement, moi ce que je vois aussi c'est quand même pas mal de persévérance parce que surtout que, voilà, quand au début on n'a pas forcément de facilité, il y a des personnes qui t'ont découragé et toi tu as décidé d'aller jusqu'au bout. Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence par rapport à d'autres qui avaient peut-être des facilités au départ en fait? Comment tu expliques que tu as gagné? Alors je pense que là il y a deux questions. Ouais. La première c'est pourquoi on fait les choses. En fait je pense qu'il y a des gens qui se lancent dans la compétition ou dans des projets très grands, mais pas pour les bonnes raisons. En fait leur objectif c'est par exemple pour eux et pas l'objectif en lui-même. Et du coup ce que je dis quand on est dans la salle d'entraînement et que c'est dur, et il faut se souvenir de la raison pourquoi on l'a faite. Et si cette raison n'est pas assez forte, par exemple, on va dire… Et toi, c'est quoi justement ta raison? C'était exister. Exister. Et oui, parce que je savais que… et maintenant, c'est encore plus qu'exister, c'est montrer que c'est possible aux gens. Par exemple, là, je vise le doublé, c'est-à-dire le titre en improvisation et en show, qui n'a jamais été fait en France. Et je veux prouver que c'est possible. Et donc, je dois le faire. Je veux prouver que c'est possible, que c'est possible d'avoir les deux titres, en n'ayant pas des facilités en plus. Mais voilà, ça c'est le première chose, c'est la raison en fait. C'est souvent les gens en fait se découragent parce que des fois ils disent je me lance dans une activité et puis ils savent pas pour quelle raison. Ils n'ont pas de motivation profonde quoi. Voilà, et souvent on le dit un peu comme à l'armée, la seule motivation qui peut te tenir, c'est de trouver une motivation qui te dépasse. Si ta motivation est trop égoïste, trop personnelle, à un moment elle va craquer. Si tu arrives à créer une transcendance entre ton projet et ta motivation, là ça peut passer. C'est pour ça que dans l'armée, les gens ne sont plus une individualité, ils sont une force transcendante qui sert la patrie, une idée plus grande qu'eux-mêmes. Et donc par exemple moi c'est exister, c'est pas seulement pour moi, mais c'est dans l'univers je veux exister et là je veux prouver au monde que c'est possible. Donc un peu prendre ta place finalement. Ouais. Et finalement, c'est quoi ton message derrière tout ça? Parce que tout à l'heure, on discutait et tu disais que toi, tu as envie d'aider les gens à leur montrer finalement que tout est possible. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux personnes qui se découragent peut-être vite? C'est quoi ton message en fait au fond? Pour les gens qui se découragent vite, je dirais, est-ce que vous faites ça justement pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez trouvé votre alignement? Est-ce que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes et ce dont vous avez envie? C'est toujours ce que je dis. Il faut toujours aligner ce qu'on est, ce qu'on a envie et ce dont on a besoin. Et c'est trois choses qui ne sont pas faciles à aligner parce que des fois on a des envies qui vont contre ce qu'on est. Je prends souvent l'exemple un peu des drogues, c'est parce que c'est le plus marquant, mais on a envie de prendre de la drogue, mais c'est pas ce qu'on est, drogué, et c'est pas bon pour notre être. Et au contraire, je pense par exemple à Mère Teresa, au contraire, qui va faire des activités, qui était une personne pleine de lumière, et bien ces activités étaient en parfait alignement avec ce qu'elle était.
Parce qu'elle servait une cause plus grande qu'elle, un petit peu. Ce que tu dis, c'est qu'il faut que la motivation, d'une certaine façon, enfin je dis il faut, mais en tout cas, nous c'est notre message, en tout cas c'est notre point commun, c'est que notre motivation elle nous dépasse en fait, c'est pas servir notre petit moi, mais c'est servir une cause plus grande finalement, et que toi, en te permettant d'exister et de prendre ta place dans le monde, tu permets à d'autres de faire de même en fait, et surtout de par ton parcours qui est quand même pas évident, pas facile, où en plus il n'y avait pas, comme on disait, pas de prédisposition naturelle, notamment dans la danse. Et tu prouves que quand on veut, on peut finalement. C'est ça. Et moi, il y a un côté un peu produit. Alors c'est une image que j'aime bien où on vous montre un produit dans la vie et on vous dit fais ça. Et tu dis mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce produit marche vraiment? Et moi, c'est ça que je veux dire quand on vous dit que tout est possible. Donc ce produit, ce slogan-là, est-ce qu'il est vrai? Et moi, je veux dire oui. Tu veux l'incarner? Voilà, je veux dire oui, c'est vrai les amis. Quel que soit votre projet, oui, c'est vrai, c'est possible. Ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de l'argent. Ça va vous demander du temps. Mais oui, c'est possible. Ça, c'est vraiment mon message. Quand on dit encore une élève me dit ouais, je vais être champion de France. Est-ce que c'est possible? Oui. Ça a demandé de l'argent, de l'énergie et du temps. Mais oui, c'est possible. C'est vraiment ça. Souvent, les gens sont désabusés de ce tout est possible. Réaliser vos rêves sont un peu désabusés. Et moi, je veux incarner non. C'est possible en se donnant les moyens. Et ça, évidemment, souvent, les personnes veulent uniquement les bénéfices, en évitant un petit peu les coûts, finalement. Et toi, ce que ton message, c'est pas, t'es pas du tout en mode bisounours, tu dis pas que le chemin va être facile, tu dis que voilà, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement à tous les niveaux personnels. C'est ça. Tu disais aussi, je pense dans une de tes vidéos, que ça demandait aussi beaucoup de sacrifices personnels, notamment au niveau social. Ouais. Parce que forcément, tu t'entraînes énormément et donc tu choisis de t'entraîner plutôt que d'aller voir des amis. Et du coup, c'est des choix que tu fais et des choix que tout le monde n'est pas prêt à faire. Donc, moi, ce que j'entends, c'est aussi, si c'est ce que tu dis, c'est d'avoir un pourquoi assez fort, une motivation vraiment forte, profonde et qui nous dépasse pour qu'on ait l'énergie de persévérer malgré les difficultés. Exactement. Et je crois aussi que tu as un message assez fort, quelque chose qui autour de l'échec, la notion d'échec qui est importante pour toi. Oui, pour moi justement l'échec, alors déjà je pense que l'échec n'existe pas parce que l'échec n'existe que dans le fait qu'on le nie. Alors c'est assez marrant je trouve. L'échec permet d'exister que seulement si on le nie. Si on accepte l'échec, il disparaît en fait. C'est un peu... c'est une façon de voir la situation. Exactement. Et du coup, on peut prendre des exemples de milliers d'inventeurs, de sportifs, etc. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais donner un exemple à toi personnel d'échec que tu as vécu, que tu as su transformer en opportunité Alors, juste déjà, je vais faire un petit clin d'œil à la conférence que je donne sur l'échec. Ma phrase d'introduction, c'est 2%. 2%, c'est mon taux de réussite. Donc, c'est-à-dire que 98%, c'est mon taux d'échec. Donc, tu es champion de France. Et c'est quoi ton taux de réussite? 2%, c'est extrêmement bas. Et les gens pensent qu'on a un taux de réussite fabuleux, mais en fait, il suffit d'une fois en fait, pour être champion. Et donc en fait, 98%, donc en gros, là ça a diminué parce que j'ai un peu enchaîné les bons résultats, mais je crois que j'ai à peu près participé à 60 compétitions et j'en ai gagné 4. Donc avant, quand je disais ça, c'était 50 compétitions pour 2 victoires, c'est pour ça que je disais 4%, 2%. Pour ma première, je veux dire. Et donc oui, donc j'ai perdu 49 fois. Ça, on oublie souvent de le mentionner et de se le rappeler. Ça me fait penser un peu à l'image de l'iceberg. Souvent, on voit que la partie émergée de l'iceberg et on oublie les 70% qu'il y a sous l'eau, qui est du travail, de la sueur, des déceptions, des échecs, tout à fait. Des difficultés, des sacrifices, enfin tout ce qu'on a dit. Exactement, la partie submergée est beaucoup plus grande que la partie immergée. Elle est dans l'ombre, en plus, elle n'est pas visible. Mais voilà, et souvent, les plus grandes réussites sont accompagnées du plus grand taux d'échec. Dyson, c'est 0,1%. Et il y a quelque chose de marrant, c'est la vie aussi. Je crois qu'il faut faire l'amour 142 fois pour avoir un enfant. Donc, je crois quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire un taux d'échec de 0, un taux de réussite de 0,5%. Donc la vie est un échec continu avec
0,5% de probabilité que ça se fasse. Donc je trouve ça, même la vie est contenue dans cette probabilité d'échec. Tu avais autre chose à dire par rapport à cette notion d'échec, ta vision de l'échec? Souvent, aussi par rapport à ma conférence, encore ce que je dis, c'est que souvent c'est qu'on ignore ce que c'est l'échec. Soit on le nie, soit on ne le reconnaît pas ou on en a peur. Et comme la plupart des choses dont on a peur, on le fuit. Alors que si on apprend à le connaître et qu'on s'aperçoit qu'au final c'est un bon compagnon de route, ben on va plus le fuir, on va au contraire aller le chercher, aller au devant de l'échec. On va en faire un allié et plus un ennemi, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi à la fin de ta vie? Ou ce serait quoi le message que tu aimerais qu'on garde de toi? Alors après, ça peut paraître ambitieux, mais j'aimerais bien qu'à la fin, un peu comme Gandhi, Martin Luther King, on se dise il n'a jamais pris la voie la plus facile, mais il a réussi. Voilà, moi c'est vraiment ça, parce que comme je dis par exemple la préparation de compétition, je ne fais pas tout pour gagner, même si je fais tout pour gagner. Il y a certains détails que je ne fais pas parce que j'essaie de respecter des valeurs. Et moi je suis un peu vieille école avec ça, avec les codes de la chevalerie, le code du Bushido, les codes des samouraïs. C'est-à-dire j'essaie de garder un certain code d'honneur, un certain code, et qui n'est pas facile à garder avec cette société moderne si on veut réussir dans la compétitivité, etc. Et moi en fait ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire les choses bien, on peut être les deux. On peut avoir un code d'honneur, on peut essayer d'avoir une certaine éthique de travail et réussir, alors réussir dans tous les sens du terme, que ce soit financier, relationnel, etc. Moi, vraiment ce code d'honneur de réussir malgré… souvent, je vois le méchant, le gentil qui est en difficulté, parce qu'il veut garder son code d'honneur, et le méchant, lui, il n'a rien à faire, il emploie tous les moyens pour défaire le gentil, et le gentil dit « mais moi, je ne peux pas passer cette ligne ». Et au final, il trouve, et ben moi c'est un peu ça, j'aimerais changer le monde en important des messages de lumière, de paix et de réussite, incarner la réussite, mais en gardant… une certaine éthique et des valeurs. Voilà. Et comment tu le résumerais justement, toi, ton code d'honneur? Un peu avec mes phrases de slogan, je dirais soyez le mouvement. Donc ça c'est vraiment soyez les valeurs que vous incarnez, soyez ambassadeur de vos convictions. Donc, et toi c'est quoi tes valeurs? Alors moi j'en ai 4 principales, c'est vie, harmonie, respect et amour. Donc vie sous toutes ses formes, parce que je suis végétalien, je suis vegan, et donc non-violence. Comme je dis, je ne sais pas pourquoi je suis en vie, mais à y être là, autant respecter cette forme qu'on est chacun de nous, et donc respecter toutes les formes de vie. Harmonie, parce que on peut tous exister, mais s'il n'y a pas d'équilibre, alors moi je dis pas bien, méchant, etc., mais un certain équilibre, parce que j'ai dépassé un peu cette vision manichéenne. Il faut des déséquilibres pour un équilibre. Donc ça c'est harmonie, respect. Voilà, ça c'est le respect, c'est considérer la personne et les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait utiliser d'elles. Bon, je pense pour les animaux par exemple, se nourrir à travers eux, etc. Mais de manière générale, dans une relation, respecter quelqu'un, c'est pas lui apporter des fleurs, être gentil, c'est pas ça. Respecter, c'est savoir ce qu'elle est dans son entièreté, dans son être, et ce qu'elle veut, elle, pour elle, ce que toi tu veux pour toi, et ce que du coup vous voulez pour tous les deux, pas seulement ce que toi tu veux d'elle. Et de manière générale, dans le travail, dans le sport, respect des compétiteurs, respect de ses professeurs, respect des nouveaux, donc voilà, et amour, parce que pour moi l'amour c'est la clé, c'est l'amour de ce qu'on fait, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, l'amour universel, l'amour évidemment aussi pour une personne, homme, femme, quel qu'il soit, mais l'amour. Et souvent, il y avait un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Paradis perdu, et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué où il dit tout le monde répète que l'amour est la clé, mais c'est pas pour ça que c'est faux.
Et ça m'a vraiment marqué parce que je le vois quotidiennement. C'est vrai qu'on dit l'amour, l'amour machin, l'amour, mais oui c'est vrai. Des fois il y a des slogans qui sont répétés qui sont pas vrais, mais l'amour vraiment c'est la clé. Et pareil ça peut paraître un peu bisounours, pour la compétition il faut de l'amour. Il faut l'amour de la danse, l'amour de l'effort, l'amour de... Voilà, c'est vraiment l'amour qui peut changer le monde. Et Gandhi, etc., il n'y a que l'amour qu'on peut opposer à la haine, il n'y a que la lumière qu'on peut opposer à l'obscurité. C'est la seule chose qu'on peut opposer en fait. Et en plus, c'est une force beaucoup plus puissante. Souvent, je vois dans les films par exemple Star Wars ou dans les méchants, dans les films d'arts martiaux où ils montrent que la colère est un moteur. C'est une force extrêmement puissante, mais c'est une force instantanée. Parce que si on regarde le méchant, après il a besoin de nourrir sa colère. Il a besoin de... L'amour n'a pas besoin de le nourrir. Il se nourrit lui-même. Et en plus il se donne. Donner de la colère, soit tu vas réduire l'autre, soit tu vas le détruire, ou le frustrer. Parce que si tu donnes l'amour, les deux grandissent dans l'amour. À deux, à plusieurs évidemment. Ça se multiplie alors que la colère divise finalement. Voilà, exactement. Et dernière question, c'est quoi pour toi être heureux? Alors, c'est une question que je me suis posée plein de fois et assez récemment parce qu'on arrive, là je suis encore à un carrefour de ma vie puisque avant j'étais croupier, danseur et là je suis dans le coaching de la confiance qui est très récent. Être heureux, pour moi c'est l'alignement tout simplement. C'est que... Ça veut dire quoi pour toi être aligné? C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ce dont j'ai envie de faire, ce que je pense que je suis et ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire ce que mon être, comment je me suis défini, ce que j'aspire et est-ce que ce que j'aspire à être, c'est ce que je fais par envie. C'est-à-dire, on prend un exemple, quelqu'un qui veut devenir riche, c'est un peu bizarre comme exemple, mais qui veut devenir riche mais qui dépense son argent. Donc il aspire à être riche, mais il a envie de dépenser de l'argent. Donc c'est pas un alignement. Et en fait, du coup, ça va créer un paradoxe en lui. Il va avoir cette envie d'être riche et il va jamais le devenir. Donc il va avoir cette mauvaise vibration, il va pas être en résonance avec ses envies. Il était déchiré intérieurement, tiraillé intérieurement. Et on a beaucoup de tiraillement intérieur. L'humain est beaucoup tiraillé. Et donc du coup, en fait, pour moi, et je pense que tu as, encore une fois, là, juste là maintenant, tu viens de bien dire le mot, l'humain a beaucoup de tiraillements en lui et je pense qu'être heureux, c'est minimiser tous ces tiraillements et les recentrer. Même si je pense aligner. Voilà. Même si je pense que l'alignement total, après c'est peut-être une vision occidentale et pas de quelqu'un par exemple qui a fait une méditation, etc., qui arrive à s'aligner. Je pense que c'est très dur d'atteindre cet alignement total. Mais pour moi, le bonheur, c'est tendre vers cet alignement total. Okay. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à transmettre? Un dernier mot, comme j'ai dit souvent, ne soufflez pas devant la montagne parce que si vous commencez à souffler devant la montagne, vous perdez la respiration pour la grimper. Gardez votre souffle pour grimper la montagne et vous soufflerez en haut de la montagne. Donc ne vous découragez pas devant la somme d'efforts. Vraiment, il ne faut pas se décourager. Gardez vos plaintes pour plus tard. Gardez votre énergie. Souvent on dit en muscu, il ne faut pas faire de grimaces pour soulever du poids parce qu'on perd de l'énergie à grimacer. Donc gardez toute l'énergie pour soulever le poids. Donc vraiment ça. Et je remercie aussi Maïlan pour cette interview parce que les rencontres, c'est ça qui va faire la richesse. C'est ça qui est la richesse de ce monde et qui peut le changer. Parce que ce monde un peu sombre à cause de l'individualité et qu'on fausse les rencontres. Et donc rencontrer les gens et les interviews comme ça, c'est extrêmement riche. Donc voilà. Bah, merci à toi. Merci. Donc en dernier mot, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu as ton site soutaille.fr. Voilà, soutaille.fr. Donc si vous voulez vous initier à la bachata, eh bien vous avez un prof d'exception sur Paris du coup. Ouais. Et puis tu as une chaîne YouTube. Voilà, Passeur d'espoir. Passeur d'espoir. Soutaille Passeur d'espoir. Voilà. Sous la vidéo. Et pareil Instagram, Soutaille Passeur d'espoir. Voilà. Super, bah, merci. Merci à vous. Belle continuation à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et à télécharger gratuitement mon application de méditation et mon livret d'exercices de pleine conscience sur mon site lesguerrierspacifiques.com.